pay-per-view qui s'est déroulé à Cardiff au Pays de Galles, il est le premier pay-per-view qui s'est déroulé au Royaume-Uni depuis 30 ans. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Clash at the Castle. Donc déjà, avant d'attaquer le vif du sujet, je n'ai pas du tout regardé Clash at the Castle en direct. Parce que oui, malheureusement, à cause de mon travail, je n'ai pas pu regarder le pay-per-view. Parce que l'avantage de beaucoup d'entre vous, mes chers amis Catch Addicts, vous avez eu la possibilité de regarder Clash at the Castle, car l'avantage, c'est que le pay-per-view s'est déroulé à 19 h chez nous en France. Ce qui change littéralement des 2 h du matin habituels. Et donc, j'ai regardé Clash at the Castle ce matin, et pour ce faire, je me suis totalement coupé du monde. Car bien sûr, avec tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram, vous avez les possibilités de vous faire spoiler. Donc moi, je voulais pas du tout me faire spoiler, donc je me suis coupé littéralement des réseaux sociaux et j'ai regardé Clash at the Castle dans mon coin. Et pour être honnête, je vous dirai mon avis en fin de vidéo. Mais déjà, première surprise, c'est que nous avons eu droit à un kick-off. Oui, un kick-off. Un match 3 contre 3 opposant les Street Profits et Macatmos contre Alpha Academy et Austin Theory. Bon, je vais aller vivre dans le sujet, je n'ai pas vu kick-off, mais c'est une victoire quand même des Babyface, c'est-à-dire Macatmos et des Street Profits. Donc il est temps maintenant de passer à la carte principale. Danger pour Bianca BR. Et donc mes chers amis Catch Addicts, pour commencer Clash at the Castle, la WWE a décidé de commencer par un match féminin. Et ce match féminin, c'est ni plus ni moins que 3 contre 3 opposant Bianca BR, Alexa Bliss et Asuka contre Bayley, Io Sky et Dakota Kai, Damage Control. Donc déjà, dès le début, on sent des tensions entre les deux équipes. Ce qui va amener dans l'ensemble un bon combat. Un très bon combat qui ne va pas aller dans l'excès. Donc c'est-à-dire que grosso modo, les catcheuses vont nous faire un très bon match sans pour autant nous en vendre davantage. Et à supposer des futures rivalités à travers ce combat. C'est une possibilité. Mais bien sûr, nous avons la championne de World Bianca BR qui est construite très forte depuis plusieurs mois. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois que Bianca BR rentre dans le ring? Je vous laisse deviner mes chers amis Catch Addicts dans les commentaires. Et bah oui, Bianca BR finit par rouler sur tout le monde, que ce soit en 1 contre 1 ou encore en 3 contre 1. Mais quel est le meilleur moyen pour venir à bout de la championne de WoW? Demandez à Bayley, elle va vous trouver la solution. Car cette dernière va utiliser les cheveux de Bianca BR pour permettre à ses coéquipières de porter leur prise de soumission et ainsi remporter le combat. Et oui, Bianca BR subit son premier tombé de l'année 2022. Personnellement, j'étais surpris. Et donc, Bayley et son clan remportent ce combat et remportent ainsi leur première victoire en pay-per-view. Et c'est vrai que c'était assez étonnant car lors de mon Jimbo pronostic, j'avais pronostiqué effectivement une victoire du clan de Bayley, mais je n'avais pas prévu que Bianca BR allait subir le tombé. Mais d'un autre côté, le tombé sur Bianca BR a quand même du sens. Car en effet, on peut supposer lors du prochain épisode de WoW que Bayley pourra faire sa petite peste et pourquoi pas réclamer un match de championnat suite à ce tombé sur la championne. Sachant que le prochain pay-per-view était smooth, on pourrait avoir ce match entre Bianca BR et Bayley pour le titre féminin de WoW. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et maintenant, on va passer à la note de ce combat, parce que oui, il y aura des notes sur tous les combats. J'ai décidé de mettre un beau 8 sur 10 sur ce combat. Et d'ailleurs, je vous invite, mes chers amis Catch Addicts, à donner votre note pour chaque combat dans les commentaires. On passe au prochain combat. Le choc des titans. Et donc maintenant mes chers amis Catch Addicts, on va passer au deuxième combat de la soirée et le premier match de championnat de Clash at the Castle. Le champion intercontinental Gunther affronte Sheamus. Et déjà dès l'entrée de Gunther, nous avons le retour de Giovanni Vinci, le partenaire de Ludwig Kaiser parmi Imperium. Donc nous avons une confrontation 3 contre 3. Donc oui, parce que je vous rappelle que Sheamus est accompagné de Butch et de Ridge Holland et que Gunther était alors accompagné que de Ludwig Kaiser. Donc faudrait peut-être remettre un petit peu d'équilibre dans la balance. Et déjà dès le début, avant même que le combat commence, nous avons une bagarre entre Imperium et Brawling Boots. Une bagarre que j'ai surkiffé car durant l'intégralité de la bagarre, nous avons Sheamus et Gunther qui ne bougent absolument pas et qui se font un duel de regard. Et après que ce tout beau monde ait quitté le ring, Gunther et Sheamus finissent par se taper sur la gueule. Et vraiment, c'est un choc des titans entre les deux catcheurs,
c'est un très bon combat entre le Ring General et le Guerrier Sight. Un match qui va quand même durer une vingtaine de minutes où vraiment les deux catcheurs vont aller jusqu'au maximum. Mais malgré tous les efforts de Sheamus pour venir à bout du champion intercontinental Gunther, c'est ce dernier qui va finir par battre Sheamus et ainsi conserver son titre de champion intercontinental. Et bien sûr, grâce à cette victoire sur Sheamus, Gunther a servi sa suprématie en tant que champion intercontinental. Qu'après, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette rivalité avec Sheamus est officiellement terminée et que Gunther va avoir un nouveau challenger pour Is Too Moose, ou est-ce qu'on va avoir un deuxième round entre Sheamus et Gunther à Is Too Moose? Moi personnellement, je serais d'avis pour un deuxième match entre les deux et pourquoi pas avec une stipulation à la clé. Et donc concernant ce match, je vais mettre un très beau 8 sur 10 entre Gunther et Sheamus. Et pour être honnête, ça m'a fait énormément plaisir de voir le titre de champion intercontinental défendu en pay-per-view. Ça faisait longtemps. Le projet Liv Morgan existe encore. Et donc maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au seul match de championnat féminin de ce pay-per-view. La championne de SmackDown, Liv Morgan, affronte Shayna Baszler, en espérant que la fin de match ne soit pas un remake de SummerSlam. Car suite à sa victoire controversée sur Ronda Rousey à SummerSlam, Liv Morgan n'a pas trop le choix par rapport à ce match. Si elle veut être présentée comme une championne crédible, elle n'a pas le choix, elle est obligée de gagner clean face à Shayna Baszler. Et comme on a pu le voir lors des derniers épisodes de Raw où elle s'est entraînée avec Riddle, Liv Morgan parvient à déjouer les différentes prises de soumission de Shayna Baszler. Et Liv Morgan ira même jusqu'à porter certaines prises de soumission sur sa challengeuse. Mais c'est mal connaître Shayna Baszler qui est une spécialiste des soumissions, car elle aussi, elle va se défaire des prises de soumission de la championne et elle va dominer pendant un moment le match en s'attaquant au bras gauche de la championne. Mais bon, faut quand même construire Liv Morgan en tant que championne face. Donc, malgré la douleur, Liv Morgan parvient à remporter le combat face à Shayna Baszler et conserver son titre féminin de SmackDown. Et à noter que c'est une victoire parfaitement clean de la part de la championne. Donc une victoire que je pense qui va permettre à Liv Morgan d'évoluer un peu plus en tant que championne crédible du côté de SmackDown. Et on peut dire qu'à la différence du projet Liv Morgan, le projet Shayna Baszler est vraiment foutu. Et donc par rapport à la note de ce combat, je vais mettre un 7 sur 10. Un match qui est plutôt correct mais qui n'ira pas plus loin. Donc après maintenant reste à voir quelle sera la prochaine challengeuse pour Liv Morgan. Parce qu'à la différence du côté de Raw, on a beaucoup de catcheuses qui peuvent prétendre à un match de championnat face à Bianca Belair. Et du côté du showbuzz, il y en a pas beaucoup qui pourraient pointer le bout de son nez face à Liv Morgan. En espérant que Triple H nous fasse des dingueries pour plus tard. Le E-Turn tant attendu. Et donc là maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à un match tag team opposant d'un côté le Judgment Day face à une équipe de légendes composée d'Edge et de Rey Mysterio. Et bien sûr, à noter que Dominic Mysterio et Rhea Ripley seront présents aux abords du ring. Vous allez voir qu'il va y avoir son sens. Et donc à noter que c'est un très bon combat tag team. Et d'ailleurs à noter que Edge a fait son entrée avec un masque pour faire référence bien sûr à son pote de longue date Rey Mysterio. Un Edge qui, dès qu'il va rentrer dans le ring, il va avoir le public à fond derrière lui. Et donc on a droit à des dingueries durant le combat, notamment Edge qui va porter un 619 sur Damien Priest. Après bien sûr il va y avoir d'autres séquences comme notamment Edge qui va nous faire une biggie, c'est-à-dire un spear entre la deuxième et la troisième corde. Une manœuvre assez risquée je te rappelle Edge. Est-ce qu'on veut pas que tu partes à la retraite maintenant? Bien que t'as annoncé que l'année prochaine t'aimerais bien prendre ta retraite, on veut pas que tu prennes ta retraite maintenant. Et à noter bien sûr que le premier à intervenir dans ce combat, c'est ni plus ni moins que Dominic Mysterio. Donc ce dernier va intervenir comme un heel dans le but d'aider son père et Edge. Puis bien sûr, Rhea Ripley va s'occuper de lui et on va avoir Rey Mysterio qui va porter un Tempest Suicida sur Rhea Ripley. Donc suite à cela, on va avoir Edge et Rey Mysterio qui vont remporter le combat face à Judgment Day. Premier match où j'avais tort. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu Jimbo Gnostic, j'avais pronostiqué une victoire de Judgment Day. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être l'après-match. Car après avoir célébré la victoire avec son père et Edge, Dominic Mysterio va porter un coup de pied dans les bouilles à papa d'Edge. Et dans la surprise générale et surtout avec la stupéfaction de son père,
Dominic Mysterio va confirmer son heel turn en portant un gros coup de la corde à linge sur son papa. Enfin le heel turn de Dominic Mysterio! Putain, je commençais vraiment à perdre espoir sur ce potentiel heel turn. Et bien sûr, à côté, nous avons le Judgment Day qui sont morts de rire. Et après ça, on a Dominic Mysterio qui se barre en affirmant son heel turn sur Edge et son père. Donc au niveau du combat, certes, il est super, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème. Personnellement, j'aurais pas fait gagner Edge et Rey Mysterio, j'aurais fait gagner Judgment Day. Parce que pour moi, je voulais que Judgment Day remporte le combat pour qu'il soit vraiment présenté comme un clan top heel du côté de Raw. Et surtout, j'aurais bien aimé que ce heel turn de Dominic Mysterio soit mieux apporté avec pourquoi pas une intervention ratée de Dominic qui aurait permis justement à Judgment Day de remporter le combat. Et suite donc avec un désaccord avec Edge, Dominic Mysterio aurait pu effectivement porter le low blow comme il a fait et porter le gros coup de la corde à linge qu'il a fait sur son papa. Donc après je suis quand même assez curieux pour la suite. Parce que pour le moment, Dominic Mysterio n'a pas rejoint le Judgment Day. Donc à l'heure actuelle, on peut supposer que Dominic Mysterio n'a ni choisi le clan de son père, ni le clan de Judgment Day, et qui veut combattre en solo dorénavant du côté du show rouge. Reste à voir du côté de Raw comment ça va se dérouler. Mais au niveau du match, je vais mettre un beau 7 sur 10. J'aurais même mis un 8 sur 10 si WWE avait mieux réussi le heel turn de Dominic Mysterio. Et vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous êtes d'accord avec ce heel turn de Dominic Mysterio? J'attends vos commentaires avec impatience. Le diable voit la lumière. Et donc là, mes chers amis catch addicts, on va passer à l'avant-dernier combat de la soirée. Matt Riddle affronte Seth Rollins. Et comme d'habitude, les tenues de Seth Rollins, je sais pas quoi dire tellement je kiffe ces tenues. Et bah sur ce coup-là, Seth Rollins décide de se présenter en tant que diable. Et qu'est-ce qu'on peut dire du combat entre Matt Riddle et Seth Rollins? C'est tout simplement une dinguerie. Car on sent qu'il y a de l'intensité dans cette rivalité, car Riddle est sérieux du début à la fin. Et de l'autre côté, bah Seth Rollins, c'est Seth Rollins. Et d'ailleurs, Seth Rollins va faire du Seth Rollins dantesque, c'est-à-dire qu'il va littéralement se moquer de Matt Riddle. Et comment Seth Rollins va se moquer de Matt Riddle? En imitant tout simplement son pote de RK-Bro, Randy Orton, en portant le DDT de la deuxième corde. Et il ira même plus loin en essayant de porter le RKO sur Matt Riddle. Et à votre avis, qu'est-ce que ça va provoquer sur Matt Riddle? Et bah oui, cela va énerver Matt Riddle et ce dernier va vouloir porter un coup de chaise sur Seth Rollins qui, malheureusement pour lui, va échouer. Et suite à cette distraction, Seth Rollins va avoir une opportunité de porter un premier curse stomp et de porter ce que j'appelle un super curse stomp, c'est-à-dire un curse stomp de la deuxième corde. Et donc grâce à ce super curse stomp, Seth Rollins remporte le match face à Matt Riddle. La première victoire de Seth Rollins en pay-per-view pour cette année 2022. Ah, j'ai avoué cette victoire de Seth Rollins. Parce que oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Seth Rollins n'avait pas besoin d'une victoire sur Matt Riddle, mais pour moi, c'était une victoire nécessaire pour la rivalité. Car pour moi, cette rivalité entre Matt Riddle et Seth Rollins ne doit pas s'arrêter à Clash at the Castle, elle a le potentiel d'avoir un deuxième match à Extreme Rules. Donc pour moi, je verrais bien un second match entre Matt Riddle et Seth Rollins avec pourquoi pas une stipulation à la clé qui pourrait être un Extreme Rules match. Je vous ferai ma carte d'Extreme Rules la semaine prochaine. Et donc pour ce match, je vais mettre un énorme 9 sur 10. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit de la meilleure note de ce pay-per-view. Allez, on passe au main event. La famille s'agrandit. Et donc là, mes chers amis catch addicts, on va passer au main event de la soirée. Le champion universel incontesté Roman Reigns affronte son challenger Drew McIntyre. Un Drew McIntyre qui va être présenté sur son ancien thème Broken Dream. Donc là, on peut supposer que Drew McIntyre va rentrer avec son ancien thème que je kiffe énormément. Et bah non, Drew McIntyre va arriver avec son ancien thème. Mais n'empêche, une belle intronisation de Drew McIntyre qui est vraiment présenté comme le chouchou du public. Et de l'autre côté, on a un Roman Reigns qui arrive tout seul. Donc pas des Usos, pas de Sami Zayn ou encore de Paul Heyman, il n'y a que Roman Reigns. Et franchement, je n'ai pas de mots pour décrire le combat entre les deux catcheurs.
on sent une énorme intensité entre les deux catcheurs. On sent que Drew McIntyre rêvait de cette opportunité depuis plusieurs mois. Et à noter qu'au début du combat, nous avons Karrion Kross qui est au premier rang. Donc on peut supposer que Karrion Kross a peut-être interféré durant le combat. Bon, spoiler alert, il va pas du tout intervenir, il va juste regarder. Et bien sûr, le combat tourne à l'avantage du champion Roman Reigns. Parce que oui, je vous rappelle que Roman Reigns est le heel et Drew McIntyre le face. Donc qu'est-ce qui se passe chez WWE quand le heel domine beaucoup? Et bah oui, tout ça c'est pour donner de la hype autour du babyface quand il va revenir dans le combat, car il va avoir le public derrière lui. Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer, car Drew McIntyre va se réveiller et dominer pendant un moment le champion. Et nous avons une séquence où les deux catcheurs sont totalement out et il n'y a plus d'arbitre. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis mes chers amis catch addicts? Et bah oui, nous avons Mr. Money in the Bank Austin Theory qui est à Cardiff et qui veut faire valoir son droit à un match de championnat en encaissant sa mallette. Sauf que malheureusement il n'aura pas l'opportunité de faire valoir son droit car il va être interrompu par une énorme droite de Tyson Fury. Un Tyson Fury qui a été annoncé dès le début du pay-per-view. Donc suite à cela, ça repart de plus belle entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et là, nous avons cette séquence où Drew McIntyre porte le Claymore Kick ultime pour enfin devenir champion universel incontesté de la WWE. Moi personnellement, je me suis dit, hurrah, ça y est, enfin Roman Reigns va être détrôné. Le règne de plus de 2 ans du chef tribal va prendre fin. Drew McIntyre va enfin être Chosen One. Eh ben non, car nous avons un inconnu qui vient retirer l'arbitre et ainsi retirer la victoire possible de Drew McIntyre. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est qui est cet inconnu? Et sans aucune surprise, cet homme inconnu n'est nul autre que Solo Sikoa, le petit frère des Usos et aussi le cousin de Roman Reigns. Et donc grâce à cette intervention, Roman Reigns parvient à battre Drew McIntyre et repartir de Clash at the Castle en tant que champion universel incontesté de la WWE. Mais vous allez voir que l'après-match est un peu what the fuck. Car dans un premier temps, nous avons Tyson Fury qui vient confronter Roman Reigns. Donc ça supposait un potentiel match à issue smooth entre les deux catcheurs. Et bah non, Tyson Fury va serrer la main de Roman Reigns en signe de respect. Et donc après ça, Roman Reigns repart victorieux avec son cousin. Donc est-ce qu'on peut supposer que The Bloodline vient tout juste de s'agrandir? C'est une forte possibilité. Et là où j'ai pas vraiment apprécié, nous avons Tyson Fury qui va parier avec le public et il ira même jusqu'à faire un karaoké. Oui, il va chanter pour Drew McIntyre. Et le show va se terminer avec Tyson Fury et Drew McIntyre dans le ring. Donc mis à part cet après-match avec Tyson Fury que j'ai pas du tout kiffé, et ça reste un excellent combat entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Sauf que malheureusement, à cause de cet après-match que j'ai pas du tout kiffé, cela va faire perdre un point au match. Donc à la base, j'étais parti sur un très beau 9 sur 10 entre Drew McIntyre et Roman Reigns, mais malheureusement, à cause de ce qui s'est passé en après-match, cette note va passer à maintenant 8 sur 10. Ce qui reste quand même une très belle note. Mon avis sur Clash at the Castle. Donc je pense que vous avez peut-être deviné mes chers amis catch addicts en voyant les notes sur chaque match. J'ai plutôt bien aimé ce pay-per-view. Car en faisant la moyenne des notes que j'ai données pour chaque match, ce pay-per-view obtient la moyenne de 8 sur 10. Ce qui fait que ça reste quand même un très bon pay-per-view. Mais il y a quand même des points négatifs. Donc pour moi, les deux seuls points négatifs de Clash at the Castle, c'est déjà avant toute chose la victoire de Rey Mysterio et d'Edge que je trouve pas du tout nécessaire parce que ça a plus comme effet d'enterrer le Judgment Day, ce qui entraîne un mauvais hit turn de la part de Dominic Mysterio, un hit turn tant convoité certes, mais un mauvais hit turn. Alors que je pense qu'avec une victoire de Judgment Day avec potentiellement une tentative d'intervention ratée de Dominic Mysterio, on aurait pu avoir un meilleur return de la part de Dominic Mysterio. Et autre point négatif, c'est le main event avec bien sûr l'après-match comme j'ai dit, avec Tyson Fury qui va parler avec le public pour encourager Drew McIntyre, mais le fait de chanter, j'ai pas kiffé. Et surtout, on voit un Drew McIntyre qui, franchement, j'ai pas trop aimé après-match pour Drew McIntyre.
car vraiment j'aurais tellement voulu avoir un Drew McIntyre qui pète littéralement un boulon, parce que à la base Roman Reigns est venu tout seul, donc il pouvait supposer aucune intervention pour aider Roman Reigns, sauf que nous avons Solo Sikoa qui vient intervenir et qui lui brise l'opportunité qu'il attendait depuis plusieurs mois. Donc cela aurait pu amener à Drew McIntyre à péter dans un premier temps un bouillon à Clash at the Castle, mais également à s'énerver lors du prochain épisode de SmackDown en critiquant Roman Reigns en disant que s'il y a personne pour aider, et bah Roman Reigns ne serait plus champion depuis un moment. Et d'un côté, Drew McIntyre a raison, parce que en retraçant les 2 ans de règne de Roman Reigns en tant que champion, à quel moment Roman Reigns se fait aider? Eh bah oui, Roman Reigns se fait aider à chaque fois par ses cousins ou par d'autres personnes extérieures, à chaque fois qu'il y a des très gros matchs. Donc ok, je suis d'accord, c'est entièrement normal qu'un catcheur heel se fasse aider par des gens extérieurs dans le but d'attiser la haine envers lui, c'est normal. Mais c'est vrai que pour avoir un champion 100% crédible, bah j'aurais aimé qu'il y ait ces interventions-là, mais qu'une fois de temps en temps. Pas tout le temps. Parce que là, à noter que à SummerSlam, il y a eu les interventions des Usos. Il n'y avait pas de règles, c'était logique. Mais là, on a encore une nouvelle intervention, un nouveau membre de The Bloodline. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est hyper chiant. Et c'est vrai que j'aurais tellement voulu voir Drew McIntyre remporter le combat. Car comme je l'avais dit dans mon Jimbo Gnostic, Roman Reigns a signé un nouveau contrat avec la WWE. Et ce dernier va être absent pendant un moment. Parce que oui, dans le contrat stipulé, car dans le nouveau contrat signé par Roman Reigns, ce dernier sera présent que lors des gros pay-per-view. Donc ce qui veut dire que ça présente à Extreme. Donc ce qui veut dire que Roman Reigns ne sera peut-être pas présent à Extreme Rules. Car pour le moment, il n'est pas annoncé dans le pay-per-view. Et ça m'énerve. Parce que j'aurais bien voulu, pourquoi pas, Drew McIntyre qui pète un câble et qui va, pourquoi pas, changer une nouvelle fois Roman Reigns à Extreme Rules avec pourquoi pas une stipulation où si Roman Reigns se fait aider par n'importe quelle personne provenant de l'extérieur, ce dernier viendrait à perdre ses titres. Donc après reste à voir comment Triple H va gérer ça et comment va... Donc après reste à voir lors du prochain épisode de SmackDown comment cela va amener avec déjà l'intronisation du nouveau membre de The Bloodline et surtout de la réaction de l'élu Drew McIntyre. Et vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous avez aimé ce pay-per-view? N'hésitez pas à me donner vos notes dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Clash at the Castle 2022. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, mon cher ami catch addict, je te laisse le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Bien sûr, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâche ton énorme pouce bleu qui fait passer n'importe quel catcheur par-dessus la 3e corde. Et bien sûr, je t'invite également à donner ton avis sur les différents matchs de Clash at the Castle. Et bien sûr, à donner ton avis général sur le pay-per-view. Je suis curieux de connaître ton avis. Et donc mes chers amis catch addicts, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.